Alors que nous venons de décortiquer l'arrestation de Paul-Henri Damiba et ses implications pour la stabilité au Burkina Faso, un autre sujet crucial attire notre attention dans la région des Grands Lacs, la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, où les conflits persistent et impactent directement la vie des populations. Pour commencer, il est important de comprendre le contexte actuel et les raisons qui maintiennent cette région dans un état de conflit prolongé. Monsieur Kabaré, pouvez-vous nous dresser un tableau de la situation actuelle à l'est de la RDC? Quels sont les acteurs impliqués et quelles sont les principales sources de tension dans cette région? Merci beaucoup de nous permettre encore de s'exprimer concernant le processus de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Eh bien, je vais commencer un peu par le bas de votre question, savoir quelles sont les principales sources de tension, ce qui pousse à ce que le conflit puisse durer et puisse perdurer dans le temps comme ça. Il faut savoir que la résurgence donc du M23, le M23 c'est le mouvement du 23 mars, c'est depuis 2021 et aujourd'hui nous sommes en 2026, c'est pratiquement jour pour jour 5 ans que cette guerre a commencé à Bunagana. Et pratiquement également jour pour jour une année que Goma et Bukavu est occupé. Hier nous avons vu le gouvernement congolais et l'ensemble des activistes de la société civile de la RDC tenir des points de presse, organiser des colloques et des conférences concernant la situation ou l'occupation de l'armée rwandaise de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc la principale raison qui reste, c'est le pillage des minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. C'est le pillage du sous-sol de la République démocratique du Congo. C'est la volonté expansionniste et la volonté expansionniste du président rwandais Paul Kagame de s'approprier des terres, de s'accaparer des terres congolais. Voilà. Maintenant, pour aller encore plus loin dans votre question, à savoir quels sont les acteurs impliqués, malheureusement ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas que l'armée rwandaise, c'est aussi l'Ouganda. C'est pas moi qui le dis, hier encore, ou encore avant-hier, si ma mémoire ne m'échappe pas, si ma mémoire ne me fausse pas compagnie, autant pour moi je vais y arriver, celui qui est censé être entre guillemets le coordonnateur de cette rébellion-là, c'est-à-dire l'armée rwandaise et sa légion étrangère, le M23, plus la force congolisée, l'AFC, donc M. Corneille Nangaa, il a tenu un point de presse, il a tenu un interview où il a dit qu'il collabore ouvertement, que le Rwanda et l'Ouganda étaient leurs partenaires dans cette guerre-là. Parce que tout ce qu'il a essayé d'avancer pour tenter de justifier tant bien que peu cette collaboration-là, ce n'est que illusion, ce n'est que grosse tas de mensonges, hein, parce que vous vous en doutez bien que la question des FDLR, aujourd'hui le Rwanda contrôle tous les territoires où étaient localisés ces FDLR là, s'ils existent bien évidemment, parce que le plus jeune des FDLR aujourd'hui a le même âge que M. Paul Kagame, c'est-à-dire entre 75 ou 80 ans. Donc est-ce que le jeune de 80 ans, de 75 ans, c'est lui qui va trouver la stabilité, la paix, la quiétude au Rwanda? Je ne pense pas. Même si c'était possible, est-ce qu'il va le faire armé d'un PMK 45 ou d'un fusil, c'est pas semi-automatique? Déjà, à quoi servent ces pillages et à qui profitent en tout cas ces pillages-là, ces minerais? Bon, automatiquement, on dirait que c'est l'économie, le mirage économique rwandais, mais nous savons tous que ce sont ces grandes entreprises multilatérales, ces grandes sociétés européennes qui bénéficient donc de ces minéraux-là, qui bénéficient de ces minéraux stratégiques-là. Aujourd'hui, le Rwanda a un MOU avec l'Union européenne qui achète le cobalt, qui achète le coltan au Rwanda, mais on n'a jamais vu les sites de production du Rwanda, et même lorsqu'ils nous amènent dans leurs mines, on n'en trouve pratiquement pas, au moins. Et ces petits stocks qu'ils nous montrent à la télévision, excusez-moi, ça ne peut pas faire le plein du carnet de commandes des Européens et des Américains et des Chinois. Il faut savoir que la Chine est partie prenante de cette guerre. Toutes les armes qu'utilisent
l'armée rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo, dit M23, sont fournis par la Chine, que ce soit les matériaux ou encore les instruments qui leur permettent de brouiller le système GPS, que ce soit les armes de tir, des missiles et consorts, que ce soit les fusils automatiques et semi-automatiques, toutes les armes, les casques, les protections militaires, tout ce que utilise, tout l'armement que utilise l'armée rwandaise à l'est de la RDC est produit en Chine. Quand on parle de la Chine, on voit souvent son allié qui est la Russie. Ça veut dire que la Russie aussi est inclue dans cette affaire. Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que la Chine avait un contrat minier, le deal minier avec la République démocratique du Congo. Une fois le président Félix Tshisekedi arrivé au pouvoir grâce à l'IGF, ils ont essayé de modifier ce contrat, ce deal minier-là, et la Chine n'a pas été content de ça. Et aujourd'hui, la Chine soutient donc militairement la FCM23, c'est-à-dire l'armée rwandaise, pour qu'ils puissent déstabiliser, la guerre puisse durer, la guerre puisse s'éterniser, parce que vous vous en doutez bien, le Rwanda n'a pas les moyens de financer une guerre pendant 5 ans. Déjà, la campagne qui a fait chuter le maréchal Mobutu n'a duré que 8 mois. Aujourd'hui, le Rwanda a tenu 5 ans face au FARDC, et ce grâce aux milices d'autodéfense, les Wazalendo, que je salue ici. 5 années de guerre, 5 années où ils s'affrontent chaque jour non-stop et les munitions ne finissent jamais. C'est-à-dire qu'ils ont quelqu'un qui leur fournit, et c'est par excellence la Chine. Donc la Chine a une frustration de voir que le président congolais, le régime Tshisekedi a décidé d'échanger les Chinois par les Américains, parce que les Américains ont signé plusieurs protocoles et accords d'exploitation des matières premières congolaises, donc l'exploitation du sous-sol congolais, et ça n'a pas plu du côté chinois. Aujourd'hui, la Chine fait partie des gens qui encouragent le Rwanda à maintenir la RDC en état de guerre, en état d'instabilité permanente. Il est essentiel de se pencher sur les efforts de pacification et les difficultés rencontrées. Quels sont les principaux programmes ou initiatives de pacification actuelles, mises en place à l'est de la RDC? Selon vous, quel obstacle majeur empêche la consolidation de la paix dans cette région? Je vais utiliser la même méthode. Je vais commencer par le bas de votre questionnement et tenez-vous prêts, je vais vous surprendre. Encore, je peux aussi vous choquer. L'obstacle majeur qui empêche donc l'effectivité de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est justement l'imbroglio autour des processus de pacification de l'Est de la RDC. Au moment où je vous parle, il y a plus de 8 initiatives qui visent à pacifier l'Est de la RDC. Plus de 8 initiatives. Je peux vous faire dresser un tableau vite fait si vous le voulez. Il y a le processus de Nairobi qui a échoué, lamentablement échoué, grâce au sabotage du président kenyan William Ruto. Et pourtant, quand c'était entre les mains de l'ancien président Uhuru Kenyatta, ça avançait. On a même vu le déplacement du président Uhuru Kenyatta jusqu'à Goma, avant que le Rwanda ne puisse prendre possession de Goma. Il y a le processus de Luanda qui a échoué lamentablement, je pense en décembre 2024, 15 décembre si ma mémoire ne me trahit pas, lorsque le président rwandais a refusé de venir signer la paix, parce que le président Tshisekedi avait vraiment accepté, mis sous la table, de prendre sur lui la charge de neutraliser les FDLR, mais le Rwandais ne s'est pas présenté. Et ça a échoué. Il y a le processus de Doha avec l'initiative donc de l'émir du Qatar, qui aujourd'hui, je peux vous dire et vous garantir que c'est au point mort, parce que rien n'a avancé et rien n'est sorti de positif dans cette initiative-là. Il y a l'accord de paix de Washington, que je peux vous dire que c'est un échec, vraiment un grand échec, parce que ils ont signé la paix. 3 jours après, le Rwanda a décidé de prendre la ville d'Uvira. Il y a les initiatives de l'EAC et de la SADC qui n'a pas marché, parce qu'il faut savoir que ce soit l'EAC, que ce soit la SADC, ils ont tous les deux dépêché même des militaires sur le terrain pour essayer de jouer l'arbitrage ou de créer une zone tampon et de faciliter la cohabitation. Mais non, ça n'a pas marché. Et ils ont même rassembler les deux initiatives, mais ça n'a pas non plus marché. L'Union africaine a pris elle-même aussi l'initiative, ce qu'on appelle par l'initiative de Lomé. Le président togolais est en charge de cette initiative-là. Aujourd'hui, avec beaucoup de facilitateurs, il faut l'avouer que c'est vraiment un imbroglio. Ça n'a pas non plus marché. Il y a des réunions par-ci par-là, mais qui ne donnent rien, même pas un cessez-le-feu.
aujourd'hui, le président angolais, en tant que président de l'Union africaine, a relancé encore la négociation de Luanda, parce qu'on a vu les pères de l'Église catholique, l'opposition, et encore le président Tshisekedi fait 2 tours là-bas pour tenter de retrouver, de relancer la négociation entre les deux parties. Mais ça ne marche toujours pas, il faut le préciser, ça ne marche toujours pas. Donc l'obstacle principal qui empêche la pacification par voie diplomatique, c'est l'imbroglio diplomatique qui entretiennent la multitude de ces initiatives-là. Il faille que la RDC puisse arrêter de se laisser balader, de se laisser envelopper par ces initiatives-là qui naissent 1 seconde après, 2 secondes après, et qui n'ont pour seul but gagner le temps. D'après votre connaissance, d'après votre expertise dans ce domaine-là, quel conseil pouvez donner d'après votre expérience? Quel conseil pouvez-vous dire par rapport à cette situation-là? Bon, écoutez, nous allons déjà commencer par féliciter le président congolais Félix Tshisekedi, qui n'a ménagé aucun effort côté diplomatique et qui a fait preuve de bon sens et qui à tout moment a accepté de revenir sur la table des négociations, même lorsque les invectives et les échanges de paroles étaient arrivés vraiment à un stade très critique. Mais il faut se rendre à l'évidence que le côté diplomatie, le côté pacification via les négociateurs et les facilitateurs, ça n'a pas marché encore, ça ne marche pas. La RDC a tenté d'aller même jusqu'au Conseil de sécurité, obtenant le vote de la résolution 2773 et obtenant même le vote de quelques sanctions, quelques embryons de sanctions contre le régime rwandais, mais sauf que ces sanctions-là ne sont pas appliquées. Même l'Union européenne avait levé quelques sanctions. Les sanctions ne sont pas appliquées, les sanctions ciblées bien évidemment qui ne servent à rien parce qu'on les prévient avant de publier ces sanctions-là, donc ils ont tout le temps de déplacer leurs avoirs et consorts. Donc tout ça là, ça ne marche pas. La RDC devrait désormais lever directement l'option militaire. Nous osons espérer que pendant ces 5 ans de guerre où le président congolais et son administration tentaient de résoudre le problème, de résoudre la crise par la négociation, et que de l'autre côté, l'armée était en train effectivement d'opérer cette montée en puissance et qu'ils ont suffisamment gonflé les effectifs et qu'ils se sont réarmés. En ce moment-là, trop si trop, après 5 années, je pense qu'il faut passer à l'offensive. Ce n'est que le respect par les armes qui ramènera la paix et la quiétude définitive en l'Est de la République démocratique du Congo. J'aimerais signaler, si vous me le permettez, que depuis belle lurette, c'est-à-dire, on peut dire depuis 1996, toutes les crises qu'a connues la RDC ont été résolues par les négociations, par les dialogues, par les accords. Mais la force est de constater que cela n'a jamais marqué la fin des négociations. C'est un cycle. Après 5 ans, après 3 ans, il y a une montée ou encore la résurgence de cette crise-là. Il faut maintenant que cette fois-ci, cette crise-là puisse s'éterniser ou encore que cette crise-là puisse s'arrêter pour de bon. La seule façon pour la RDC d'obtenir une paix durable et définitive, c'est de pouvoir tenir en respect l'armée rwandaise, tenir en respect le président Paul Kagame, tenir en respect les velléités expansionnistes de l'Ouganda, donc vaincre par les armes. Voilà, enfin, nous voulons analyser les perspectives pour l'avenir et ce que cela signifie pour la région et le continent. En tant qu'experts et activistes, quelles actions doivent être prioritaires pour assurer une paix durable et protéger les droits humains? Merci déjà pour poser cette question, c'est une très bonne question. La première des choses, c'est savoir qui sont ses ennemis et qui sont ses amis. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a ouvertement nommé le Rwanda comme agresseur, mais il y a aussi l'Ouganda qui est là, il y a aussi la Chine que je viens de vous parler, il y a aussi la Grande-Bretagne et la France qui entretiennent cette guerre-là. Il faut que la RDC puisse désormais écarter tous les faux amis, mettre de côté tous les faux alliés, mettre de côté tous ceux qui bénéficient de façon directe ou indirecte de cette guerre et nouer des relations encore des accords sérieux avec des personnes où ils peuvent faire du gagnant-gagnant. C'est-à-dire le même deal qu'ils ont présenté aux Américains mais que les Américains n'arrivent pas à faire respecter, c'est-à-dire leur proposer les minéraux en échange de la sécurité. J'aurais souhaité que la République démocratique du Congo, sinon le président Félix Tshisekedi, puisse proposer le même deal aux Russes. Je pense que s'il propose le même deal au président russe Vladimir Poutine, non seulement il va lui faciliter pour lui permettre de réarmer son armée et d'opérer cette montée en puissance tant chantée par les communicateurs du régime, mais aussi
je répète encore, pouvoir tenir en respect l'armée rwandaise. Donc, la RDC doit prioriser la force, doit prioriser la montée en puissance de ces FARDC, et la RDC doit avoir qu'un seul allié, son armée. La RDC doit avoir qu'un seul allié, son armée. Parole de monsieur Nabouchika Baré sur la web radio Africa Soxy.